J'ai fait 17 années en équipe nationale, 17 années au plus haut niveau. J'ai tout donné. Vincent Kompany arrête sa carrière de joueur. Le Diable Rouge devient entraîneur d'Anderlecht à partir d'aujourd'hui. Il est l'invité de ce RTL Info 19h. A tout de suite. Bonjour et merci de vous informer avec RTL Info. L'autre image du jour, c'est la démission des préformateurs. Paul Magnette et Bart De Wever se sont rendus chez le roi ce matin. Il tient leur démission en suspens. Halima Mouansali nous expliquera pourquoi. Paul Magnette sera également notre invité. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus repart à la baisse. Des chiffres encourageants. Comment les expliquer? Réponse dans un instant. Le syndicat de police SLFP diffuse la vidéo de l'agression d'un policier. Une preuve par l'image de la réalité de terrain parfois difficile des forces de l'ordre. Nous ferons également le compte de ce que vous coûte la rentrée scolaire. Les listes de matériel dépassent les 200 € en primaire et les 400 € en secondaire. Enfin, vous êtes nombreux à subir les inconvénients des nids de guêpes. Nous allons suivre un chasseur de guêpes tout à l'heure. Vincent Kompany a donc annoncé cet après-midi qu'il mettait fin à sa carrière de joueur. Le capitaine des Diables Rouges arrête à 34 ans, miné par les blessures à répétition. Il devient à partir d'aujourd'hui entraîneur à temps plein du Sporting d'Anderlecht. Anna Narouche avec Catherine Van Zeveren. C'est aujourd'hui que le Sporting d'Anderlecht présente son nouvel entraîneur. Un nouveau, au visage bien familier puisque Vincent Kompany débute sa carrière au Sporting il y a 17 ans. Carrière sur le terrain à laquelle il met fin ce matin. Le plus important, c'est probablement le début d'une nouvelle étape. Et je pense aussi que, finalement, je ne sais pas, ça dépend un peu d'où on se situe, mais je clôture aussi une aventure exceptionnelle qui a commencé très très jeune. Quant aux raisons qui ont précipité ce changement, les rumeurs matinales parlent de mésentente entre l'entraîneur sortant Frankie Vercotteren et Vincent Kompany, mais aussi des blessures à répétition du joueur. Blessure 49, 50, 51, 52, c'est pas une ou deux près, donc c'était pas la blessure du tout. C'est le seul moment d'émotion que j'ai vraiment dans cette situation, c'est parce que ma maman était une vraie Ardennaise qui se battait, qui donnait tout ce qu'elle avait. Et c'est dans la famille, et mon père vient aussi à un passé, une histoire qui n'est pas facile. Et je pense que avec ma carrière, j'ai fait honneur à la famille. Et il faut dire qu'Anderlecht, c'est souvent une affaire de famille. Déjà juste en face du stade avec la grande famille des supporters, comme Tony, qui suit le Sporting depuis 40 ans. C'est normal, hein, il prépare sa fin de carrière et il va être entraîneur à Anderlecht avec tout le potentiel qu'il a et les connaissances qu'il aura. Donc moi je pense que ça peut être une bonne chose. D'autres accueillent la nouvelle avec un peu plus de méfiance. Mais moi j'aime bien Frankie Vercotteren. Je me demande qu'est-ce qu'on va faire avec lui maintenant. Ça j'ai un peu peur. On va le mettre de côté. Vincent Kompany, non. Non, pour moi non. Non, pour moi le meilleur, ça a toujours été ici, c'est Frankie Vercotteren. Vincent Kompany fera ses preuves dès dimanche prochain. Anderlecht sera face à Moucron, un premier match comme entraîneur principal du Sporting. Vincent Kompany est notre invité, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ils vont pas être faciles à convaincre, hein, les supporters. Qu'est-ce que vous leur dites là? Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre quand ils disent oh, on va voir ce que ça donne, on aime bien Frankie Vercotteren? Mais je pense qu'on pense la même chose. Frankie Vercotteren, à Anderlecht, il a représenté beaucoup pour le club, il m'a aussi beaucoup aidé. Et puis, en ce qui me concerne, pour convaincre, il faut commencer. Je peux rien dire d'autre. J'ai envie, j'ai faim, je vais amener toute mon énergie. Et ça correspond à ce que nous voulons aussi amener comme nouveau visage d'Anderlecht. Cette décision, elle est là depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que vous vous dites je pense que là je vais arrêter? Ouais, mais c'est une bonne question. Je sais pas. Il y a eu toute une situation qui s'est, je pense, un petit peu développée les dernières semaines, mais à la base, j'avais l'ambition de jouer l'Euro avec l'équipe nationale. À la base, j'avais l'ambition de continuer encore après cette année. Mais le plus important pour moi, c'est le projet. C'est ce que les joueurs ont besoin, ce que les supporters ont besoin, ce que le club a besoin. Et pour le projet, je suis toujours arrivé à la réponse où il faut que les choses soient claires. Elle n'était pas claire parce que vous étiez joueur, en même temps investisseur, et que vous vous investissiez énormément aussi dans l'équipe, dans la stratégie, dans la technique. Et finalement, ce n'était pas vous l'entraîneur. Voilà, et puis, mais je pense aussi parce qu'on avait trouvé une équipe il y a un an qui était vraiment, vraiment au bord du ravin. Et c'était pas facile. Et à ce moment-là, j'ai juste décidé qu'en tant que joueur, je pouvais peut-être aider le projet plus encore que d'une autre manière. J'avais pas encore mes licences et tout ce qu'il fallait non plus.
Et puis aujourd'hui, j'arrive avec tout ce qu'il faut comme licence pour être coach et je me dis que c'est ici où je dois être. Ça fait quoi de vous dire je vais plus monter sur un terrain, je vais plus ressentir cette adrénaline du terrain, du goal qu'on marque, de la victoire? Mais honnêtement, j'ai pas encore trop pris conscience, je pense. Je suis tellement fort occupé. Moi, tout ce que je veux transmettre à toutes les personnes qui nous regardent, qui sont anderlechtois, c'est l'énergie qui vit au club. Et le fait qu'on travaille sans compter, jour et nuit. Et on veut l'art et le football champagne, mais derrière ça, il y a un gros travail et c'est ce qui va nous redonner notre niveau d'antan. Alors Vincent Kompany, vous restez avec nous, un joueur pro depuis 2004. Vous avez tout connu, presque tout gagné, du championnat de Belgique au championnat d'Angleterre, en passant bien sûr par une 3e place de la Belgique à la Coupe du Monde. Des images compilées par Nicolas Loïc. Merci de recevoir comme il se doit Vincent Kompany. C'est l'histoire d'une légende vivante, le héros de toute une nation. Toujours fidèle à lui-même et à ses convictions. C'est nous qui devons remercier les supporters pour ces moments inoubliables. Un immense succès qui ne doit rien au hasard. Pour Anderlecht, au plus haut le prix, au meilleur le joueur. Pilier de l'équipe d'Anderlecht à 17 ans. C'est une expérience inouïe. Remarqué à Hambourg durant 2 ans. Les Allemands, ils aiment bien entendre qu'on parle leur langue. Vu que c'est assez proche du flamand, ça s'est passé assez rapidement. Captain Vincent Kompany. Incontournable à Manchester City durant 11 ans. Il a fait une magnifique carrière, c'est un magnifique joueur qui avait tout. Il avait le physique, il avait la technique, il avait l'intelligence. Franchement, c'est un des meilleurs défenseurs au monde. Toute la Belgique francophone, néerlandophone et de toutes les langues, mais je vous dédie c'est une petite dédicace et je vous remercie à travers ce prix. Merci beaucoup. Mais les Belges diront toujours que c'est le rouge qui lui sied le mieux. L'un des plus jeunes diables, puis l'un des capitaines les plus emblématiques. Il est fort, il est plus fort que moi. Et peu importe les dizaines de blessures sur son parcours. Après chaque blessure, il y a une remontée, c'est ce que j'ai fait à chaque fois aussi. Donc autant j'ai eu des blessures, autant j'ai eu des remontées, donc il n'y a pas de problème. Rien ne sera venu à bout de son mental d'acier, le mental d'un futur guide pour la jeunesse d'Anderlecht. Vincent Kompany, il y a une image que vous retenez de cette carrière, faite de titres, de victoires et de moments tellement incroyables. De défaites aussi, mais en tout cas, vous en avez eu des moments incroyables. Hein. Mes images sont tous liées à des moments collectifs. Le premier titre avec Manchester City, la 3e place, surtout la victoire contre le Brésil à la Coupe du Monde et l'expérience qu'on a eue avec toute une nation. Et je vois les images et je suis fier aussi du nez cassé et du mec qui continue pendant 60 minutes quand même. Ah oui, quand même, oui, c'est vrai. Et je veux aussi que les gens aussi qui soutiennent aujourd'hui peut-être la prochaine étape de ma carrière sachent que c'est ce que je veux transmettre aussi à l'équipe. Et qu'Anderlecht doit jouer du joli football, bien sûr, et on va rester là-dessus, mais il faut avoir un cœur énorme aussi pour jouer à Anderlecht. Vous vous rendez compte du symbole que vous représentez pour les Belges? On l'a vu ici, capitaine de l'équipe nationale qui a fait rêver tout un pays, parfait bilingue, toujours parfois après à calmer les supporters, à avoir cet esprit de leadership. Vous vous rendez compte du symbole que vous êtes et que vous représentez pour le pays? Pas souvent, je pense. Je suis quelqu'un qui pense assez vers le futur. Mais quand je vois les moments ici, quand je me rappelle ce qu'on a vécu, quand même, je suis fier. Et puis aussi, je pense que j'ai aussi, pour moi, j'ai joué un rôle plus large. J'ai voulu aussi montrer que je peux être issu d'une autre communauté, de la diversité. Je viens de Bruxelles, le quartier nord, à qui je passe une petite dédicace comme d'habitude. Mais ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, on est là et on a pu rassembler une nation et je suis fier là-dedans. Vraiment fier de ça. L'annonce de votre retraite en tant que joueur a été commentée à travers le monde entier. De nombreuses stars du foot ont décidé de vous rendre un hommage via notamment les réseaux sociaux. Regardez ce reportage de Fanny Linan. Romelu Lukaku est le premier Diable Rouge à avoir réagi sur Twitter. L'attaquant belge et ancien joueur d'Anderlecht a posté une photo de Vincent Kompany portant les couleurs du club bruxellois. Tu as ouvert la voie à tant d'entre nous. Tu me manqueras, mon frère. Bonne chance. Autre Diable Rouge, Axel Witsel lui a aussi rendu hommage. Je suis reconnaissant d'avoir joué à tes côtés et pour tous les souvenirs que nous avons en commun avec les Diables Rouges. Toujours du côté des Diables Rouges, l'entraîneur Roberto Martinez souhaite une bonne route à Vincent Kompany. C'est le moment de regarder en arrière,
et célébrer l'incroyable service rendu par Vincent au Diable Rouge. 16 ans avec l'équipe nationale, c'est un incroyable voyage. Il a été une inspiration pour beaucoup et il continuera à l'être en tant que coach. Autre réaction sur les réseaux sociaux, celle de son ancien club, Manchester City. Il n'y en aura pas d'autres comme lui. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Il n'y a pas que le milieu du football qui lui rend hommage. La joueuse de tennis Kim Clijsters lui a aussi adressé un message sur Twitter. Sentiment mitigé en apprenant la retraite de Vincent Kompany. J'ai de bons souvenirs de notre jeunesse. Merci d'avoir placé la barre très haut et d'avoir repoussé les limites. J'ai adoré te regarder jouer. Tu es une inspiration pour moi et pour tant d'autres sur et en dehors du terrain. Nous sommes fiers de toi, coach. Vincent Kompany, un mot des Diables. Vous n'allez pas participer à l'Euro 2021. Vous avez eu Roberto Martinez au téléphone. Il ne vous a pas convaincu de rester encore quelques mois ? Non, Roberto me connaît. Une fois que j'ai pris ma décision, c'est bon. J'étais en paix aussi avec ma décision. Et on a parlé d'avenir. Et il m'a félicité. Mais en tout cas, en tant que supporter, il peut être sûr que je serai là, je serai au rendez-vous. Vous savez aussi qu'entraîneur, c'est le poste le plus précaire en football dans un club. Comment vous allez faire justement pour avoir cette casquette d'entraîneur, cette casquette d'investisseur aussi du club C'est pas évident comme double rôle à jouer. Mais il faut comprendre aussi pourquoi je suis venu à Anderlecht. Pour moi, le plus important, c'est il faut qu'Anderlecht retrouve une identité. Moi, si je quitte le club et que le club est mieux après moi qu'avant moi, c'est un objectif atteint. Je veux plus que le club joue du football de longs ballons et jouer de la tête. Il faut que Anderlecht joue un football qui est propre à son identité. Et de toute manière, ça restera que je sois là ou pas. Merci beaucoup Vincent Kompany d'être venu en direct dans ce RTL Info 19h. À bientôt. Merci à vous. Dans l'actualité de ce lundi, la ronde des consultations politiques a repris cet après-midi au Palais Royal. 449 jours après les élections, le roi refait un tour des présidents de parti. Ce matin, les deux émissaires Paul Magnette et Bart De Wever se sont rendus au Palais. Comme prévu, ils ont remis leur démission au souverain sans faire de commentaires à la sortie. Et le roi a décidé de garder en suspens cette démission. Il consulte les présidents de parti. Halima Mouansali, vous avez assisté au nouveau va-et-vient politique de ce lundi. Pourquoi le roi a-t-il décidé de laisser en suspens la démission des présidents du PS et de la NVA ? Oui, c'est vrai, Olivier. Le roi aurait pu mettre tout simplement un terme à cette mission et continuer pour autant les consultations. Il ne l'a pas fait. Eh bien, ça traduit en fait une volonté de s'assurer que le duo NVA-PS est vraiment à court d'options. Et pour ça, eh bien, il a besoin de consulter les différents présidents de parti, avoir des indications concrètes que ce scénario ne peut vraiment pas aboutir à une majorité parlementaire. Et donc, c'est pour cela qu'il mène ces consultations. On le sait, le rendez-vous avec la famille libéral sera crucial puisqu'il représente vraiment un espoir très tangible de former une majorité pour voir s'ils seront éventuellement flexibles sur la note actuelle des préformateurs. Le fait donc que le roi suspend la démission des préformateurs indique qu'il n'est pas exclu aujourd'hui que la mission de Paul Magnette et de Bart De Wever soit prolongée. Oui, notez, Halima, que les consultations ont déjà commencé. Tout à fait, elles ont commencé après évidemment que le roi ait reçu les préformateurs ce matin, vous l'avez dit, à 11h. Le roi suspend sa décision et il commence ses consultations très vite après. À 14h, c'est chose faite puisqu'il reçoit à tour de rôle le président du CDNV, du SPA et ensuite par visioconférence, une réunion est organisée avec le président du CDH. Les consultations se poursuivent demain, le programme est chargé ici au Palais puisque dès 9h, le roi va recevoir le président de l'Open VLD et ensuite du MR. Et on l'a dit, rendez-vous déterminant. Suivent alors Écolo et Groen. Et puis il termine son tour de consultation en début d'après-midi avec le président de Défi. Merci beaucoup Halima Mouansali depuis le Palais Royal. Et le président du PS est notre invité ce soir. Bonjour Paul Magnette. Bonjour. Vous avez remis votre démission au roi ce matin. Ça veut dire que PS-NVA, l'alliance que vous avez essayé de former, ne va pas fonctionner ?
En tout cas, on a dû constater à un moment donné qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Ce n'était pas du tout évident pour le Parti socialiste de discuter avec la NVA. On sait que nous sommes très différents sur à peu près tous les sujets. Mais vu la gravité de la situation, vu la crise sanitaire qui est toujours là, vu les défis économiques et sociaux énormes qui nous attendent, on a fait l'effort. On a fait l'effort d'aller au-delà d'une série d'obstacles qui étaient très considérables. Et j'ai pu constater que la NVA comprenait qu'il fallait des avancées sociales. Pour nous, le Parti socialiste, c'est ça, et c'est toujours ça qui a compté. Des avancées sociales, le refinancement des soins de santé, un meilleur pouvoir d'achat pour les pensionnés, pour les travailleurs, la défense de la sécurité sociale. Et à partir du moment où certains partis pouvaient l'entendre, eh bien, on aurait pu avancer dans cette direction-là. On n'est allé pas très loin, puisque 5 partis politiques qui représentent 70 sièges étaient prêts à aller de l'avant, mais on n'a pas pu passer l'étape suivante. Les écologistes n'ont pas voulu continuer à discuter. Les libéraux ont remis en cause une série d'éléments fondamentaux pour nous. Et donc, à un moment donné, il faut bien constater que ça ne fonctionne pas. Les écologistes et les libéraux, justement, qui ont provoqué un peu votre démission en disant tous les deux qu'ils refusaient d'aller plus loin pour l'instant, notamment parce qu'ils considèrent que vous alliez trop loin et de manière trop précipitée vers une nouvelle réforme de l'État. Dans cette note que vous leur avez proposée, qu'y a-t-il justement de régionalisation comme réforme de l'État? Alors, à peu près rien de ce que j'ai lu dans les journaux, ça je peux vous dire. Donc, j'ai vu beaucoup de rumeurs incroyables, de choses qui n'ont jamais figuré dans aucune discussion. Mais bon, je passe pas mon temps et je ne perds pas mon temps à démentir des rumeurs qui sont sans fondement. Je crois simplement pour nous, le constat, c'est de dire on voit bien que le système belge ne fonctionne pas bien. Et on l'a vu en particulier dans cette crise du coronavirus. On a quand même eu beaucoup de cacophonie dans les prises de décision. On a eu une communication qui était incompréhensible pour les citoyens à un certain moment, tant il y a des superpositions et tant il y a des divisions de compétences entre le fédéral et les régions qui ne sont pas claires. Et donc nous sommes demandeurs, effectivement, pas tout de suite, mais à l'horizon de 2024, qu'il y ait une réforme de l'État pour faire en sorte que la Belgique soit plus efficace, fonctionne mieux, soit mieux en mesure de prendre une série de réponses. Vous avez un exemple de thème ou de dossier qui pourrait être régionalisé ou traité différemment? Mais qui peuvent être régionalisés, mais qui peuvent aussi, dans certains cas, être beaucoup mieux coordonnés. Il y a des matières, par exemple, on sait aujourd'hui que c'est une discussion qui a lieu depuis 10 ans, que la tutelle sur les pompiers ou sur la protection civile, ça n'a plus beaucoup de sens que ce soit au fédéral, là où ce sont les régions qui sont fondamentalement centrales. Mais à l'inverse, c'est sans doute pas ça que critiquent les écolos, les libéraux. Je ne sais pas, il faut leur demander ce qu'ils critiquent. À l'inverse, quand on est dans une situation de crise comme celle que nous connaissons, moi je pense qu'on devrait pouvoir recentraliser tous les pouvoirs. Et ça, il faut pouvoir en discuter aussi. Quand il y a une grande crise de santé publique, comme celle que nous vivons aujourd'hui, il faudrait dire, non, on ne doit pas avoir 9 ministres de la Santé, mais il y a un ministre, le ministre fédéral, qui prend les mesures et tout le monde s'aligne le temps de la gestion de crise. Ce serait beaucoup plus simple à comprendre pour tout le monde, ce serait beaucoup plus efficace et on éviterait cette incompréhension. Moi, je comprends les citoyens qui ne s'y retrouvent plus dans les bulles de 5, les bulles de 10, les masques ici, les masques pas là-bas. Il y a eu tellement de cacophonie que c'est difficile de s'y retrouver. Donc, il faudrait pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça, remettre le pays en ordre. Alors, le président de l'NVA, Bart De Wever, a préféré ne pas s'exprimer en tant qu'invité ce soir. Il a publié cet après-midi une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il évoque justement l'échec de cette mission. On l'écoute. Personnellement, je suis convaincu que nous aurions pu conclure un accord de coalition solide, un accord qui stimulerait l'économie et l'emploi grâce à une nette réduction des impôts, un accord qui renforcerait le pouvoir d'achat grâce à des mesures sociales telles qu'une revalorisation des pensions les plus basses, notamment pour les indépendants, un accord qui pérenniserait nos efforts d'approvisionnement énergétique et climatique en prolongeant la capacité nucléaire, et un accord qui ouvrirait enfin la porte à une réforme institutionnelle en profondeur, parce qu'une fois de plus, la crise Corona a montré à quel point ce pays est inefficace. Par des réformes, nous devons renforcer en profondeur les États fédéraux qui fonctionnent toujours comme un niveau démocratique. Paul Magnette est toujours avec nous. Le roi a mis en suspens votre démission. Il consulte les présidents de parti. Ça veut dire qu'il pourrait, après quelques jours, dire il y a peut-être une ouverture pour quand même négocier sur la base de votre discussion NVA-PS ?
On verra, mais il est assez classique et c'est normal que lorsque des chargés de mission présentent leur démission, on demande à être relevés de leur mission au roi, le roi suspende cette décision le temps de procéder à des consultations. Donc on verra ce que disent les 10 présidents de partis politiques qui sont consultés et dans quelle direction ils pensent qu'une solution peut être trouvée. En tout cas, pour le Parti socialiste, nous resterons constructifs. On a tout essayé depuis un an. J'ai fait une mission royale, j'ai essayé une formule qui a été refusée à l'époque par certains. Bon, c'est pas grave, on est passé à autre chose. On a reproposé une deuxième formule encore le printemps dernier avec mon collègue, le président du SPA, Conor Rousseau. On en propose encore une troisième maintenant. À chaque fois, il y a quelqu'un qui trouve que ça ne va pas. Bon, d'accord, mais c'est assez facile de dire ceci ou cela, ça ne va pas. Il faut venir maintenant avec des propositions constructives. Et nous, le PS, nous resterons constructifs. Tant qu'on peut entendre nos demandes qui sont des demandes sociales, eh bien, on sera tout à fait prêt à entrer dans des discussions. Sinon, on va revoter. La proportion de chances d'aller revoter par rapport à la semaine passée, elle est plus élevée? Je ne sais pas si elle est plus élevée ou moins élevée. Je ne pense pas que ce soit une solution. Personne ne va jamais s'opposer à des élections. Et s'il n'y a plus d'autres issues, eh bien, que les citoyens se prononcent. Jours, évidemment, que les citoyens se prononcent. Je n'ai évidemment aucun souci avec ça. Mais on sait aussi qu'à l'automne, avec la probable reprise de l'épidémie, il sera matériellement difficile d'organiser des élections, des bureaux de vote, des bureaux de dépouillement, etc. Donc, si chacun pouvait faire un peu d'effort, si chacun pouvait faire en sorte d'être constructif, il est encore possible, j'en suis convaincu, de trouver une solution dans les 3 semaines qui viennent avant la rentrée parlementaire de mi-septembre. On suivra ça. Merci beaucoup, Paul Ménêtre. Merci à vous. D'avoir été notre invité en direct ce soir. Intéressons-nous maintenant à l'épidémie de coronavirus. On en parlait il y a un instant. Les derniers chiffres montrent 574 nouveaux cas par jour sur la dernière semaine. C'est moins que la semaine précédente. En moyenne, 34 personnes sont hospitalisées chaque jour. C'est en hausse. Il y a eu plus de 8 décès par jour la semaine passée, soit 2 fois plus que la semaine précédente. 336 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 en ce moment. C'est le chiffre le plus élevé depuis la mi-juin, dont 86 en soins intensifs. Les chiffres de ce lundi indiquent 2 tendances. Les nouveaux cas sont en baisse d'une semaine à l'autre et le nid de l'épidémie se déplace d'Anvers vers Bruxelles. Résumé des points essentiels avec Olivier Rosenwag et Bruno Spack. Et si le pic était derrière nous? Pour la première fois depuis la reprise de l'épidémie cet été, le nombre de nouvelles contaminations est en baisse. Il faudra évidemment que ça se confirme dans les semaines qui viennent, mais c'est une excellente nouvelle qu'on voit effectivement au niveau de la Belgique, on voit une stagnation, même une diminution du nombre de cas. Moins 5% à l'échelle du pays, une satisfaction oui, mais pas partout. À Bruxelles, les cas de contamination ont gonflé de 48% en l'espace d'une semaine, suffisant pour faire de la capitale le foyer épidémique en puissance en lieu et place de la ville d'Anvers. C'est vrai que le nombre de cas est encore très important à Anvers, mais clairement il diminue fortement puisqu'on est passé à peu près 800 cas, il y avait 1400 cas avant. Par contre à Bruxelles on voit toujours une augmentation importante du nombre de personnes détectées positives et c'est vrai que si on attend encore un peu on va dépasser Anvers, c'est clair. Un basculement qui pourrait s'opérer dans les 2 prochains jours, sauf si d'ici là le masque, désormais obligatoire partout à Bruxelles, ne permet d'enrayer la propagation du virus. Et allons plus loin ce soir dans ce RTL Info 19h avec la porte-parole interfédérale de la lutte contre le coronavirus. Bonsoir Frédéric Jacobs. Bonsoir. Alors voilà, 2 semaines et demie que les mesures comme la limitation de la bulle sont entrées en vigueur en Belgique. C'est ce qui explique cette diminution de cas selon vous ? Alors, c'est vrai que les mesures ont été prises à partir du 1er août et qu'il faut toujours attendre un certain temps pour voir les mesures. On voit effectivement que dans l'ensemble de la Belgique, les cas diminuent. Par contre, ce n'est pas tout à fait homogène, comme vous l'avez entendu. À Bruxelles, c'est clairement en train de monter et ça monte de peu près 45% chaque semaine. Donc, c'est vrai que si on ne fait rien, on va vraiment dépasser Anvers et se trouver dans un problème à Bruxelles. Heureusement, dans le reste du pays, la situation a l'air beaucoup plus favorable puisqu'on voit une diminution. Attention, c'est la première semaine que l'on voit cette diminution. Donc, c'est tout frais. On voudrait bien que ça se confirme les semaines suivantes. Et ça pourrait effectivement être le résultat des mesures qui ont été prises. Le Conseil national de sécurité se réunit jeudi. On peut espérer, au vu de ces chiffres, qu'il desserre un peu la vis. Est-ce que les chiffres sont encourageants pour prendre des mesures pour assouplir certaines choses, comme la bulle des 5, par exemple? Alors, je ne sais pas ce qui va se décider. Je ne fais pas partie des experts. Donc ça, c'est vraiment à eux de décider. Maintenant, je pense qu'effectivement, certaines mesures sont très difficiles à suivre. La bulle des 5, c'est particulièrement sévère, puisque vous ne pouvez voir que 5 personnes
pour toute la famille pendant 4 semaines. Et donc, c'est vraiment difficile à respecter et on voit bien que beaucoup de personnes ne la respectent pas. Par contre, la bulle antérieure, qui était de 15 personnes par personne du foyer et par semaine, ça, on a bien montré que ça, c'était trop. Ça n'imitait pas les contacts et donc, ça a fait que l'épidémie s'est mise à exploser. Donc, il faudra trouver probablement une formule un petit peu entre les deux, un juste milieu. Les chiffres le permettent? Pour l'instant, c'est la première semaine, comme je dis, que les chiffres vont mieux. Donc, il faudrait vraiment que ça se confirme. Mais on est encore assez haut. On reste encore en Belgique avec un taux extrêmement élevé, puisqu'on est à plus de 70 pour 100 000 pour 14 jours, ce qui est un chiffre vraiment très élevé par rapport à un certain nombre de pays qui nous entourent. Alors malgré cette amélioration des chiffres, certaines maisons de repos sont obligées de faire machine arrière et de reconfiner certains résidents en cause de nouveaux cas qui sont détectés. Alors comment les maisons de repos s'organisent-elles? Y a-t-il une procédure à respecter? Réponse dans un home de Hamay avec Vincent Jamoul et Julien Raoué. À l'Estérel, plus aucun visiteur ne peut rentrer. Il y a 170 résidents et parmi eux, 2 personnes testées positives au Covid. La maison de repos applique les consignes prévues par la VIC, l'Agence wallonne pour une vie de qualité. Les responsables ont même été plus loin en effectuant plusieurs tests dès l'apparition des symptômes suspects. Nous avons testé le personnel de l'étage en question et les résidents de l'étage de ces 2 cas Covid. Ensuite, maintenant, étant donné que le cluster est activé au niveau de la VIC, nous allons tester l'entièreté du bâtiment. Les premiers tests, les personnes du même étage, sont tous négatifs. Les prélèvements de tout l'établissement, personnel et résidents, seront effectués demain. Les résultats sont attendus pour la fin de la semaine. Si tout est négatif, le confinement s'arrête. S'il y a des cas positifs... À ce moment-là, nous devons continuer le confinement de la maison et voir l'évolution des choses avec nos médecins coordinateurs et attendre une quinzaine de jours et revoir la situation le plus souvent possible. Vu l'effet très négatif du confinement sur les résidents, sur leurs familles, sur le personnel, l'objectif est le retour à la normale le plus vite possible. Frédéric Jacobs, toujours avec nous. Vous publiez chaque jour les chiffres, tous les chiffres, par souci de transparence, évidemment. L'analyse des chiffres, c'est assez compliqué. On a des cas par jour, en moyenne par semaine. Finalement, qu'est-ce qui doit nous alerter pour nous dire ça va mal, ça va très mal ou ça va mieux? En fait, c'est vrai qu'on donne énormément de chiffres parce qu'on nous les demande et qu'on doit être très, très précis, mais l'interprétation n'est pas évidente. On ne doit pas se baser sur un seul chiffre. Et donc, par exemple, ce qui est intéressant, c'est le nombre de nouvelles personnes détectées positives. C'est important parce qu'on voit ça augmenter. Maintenant, encore une fois, ça doit être mis en relation avec le nombre de personnes détectées et le type de personnes détectées. C'est vrai que, par exemple, au mois de mars, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on détectait les gens malades au point d'être hospitalisés. Maintenant, on détecte beaucoup plus largement, puisqu'on détecte toujours les mêmes personnes malades, mais on détecte également les gens qui ont des symptômes modérés, ceux qui sont des contacts rapprochés de personnes positives et ceux qui partent en voyage dans certaines circonstances et qui reviennent. Oui. Donc, la quantité de personnes est importante, mais le type de personne est tout à fait différent. Donc ça, c'est important. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que, par exemple, ce taux augmente indéniablement. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est le nombre de personnes qui ont vraiment des symptômes. Par contre, ce qu'on sait, c'est ceux qui ont des symptômes au point de devoir être hospitalisés. Oui, ça, c'est une puisqu'on donnée a le nombre d'hospitalisations. Oui, ça, c'est important aussi, puisque si ça n'atteint que des gens jeunes qui n'ont aucun problème, qui ne sont pas malades, finalement, ce n'est pas très, très important. Ce qui est important, c'est que ça va influencer des personnes plus fragiles qui vont développer des infections sévères et être hospitalisées. Ça, c'est un chiffre très important aussi parce que c'est vraiment l'impact de l'épidémie. Mais ça, comme on sait, c'est décalé par rapport au moment où les gens se font infecter parce qu'il y a un certain délai pour contaminer les gens fragiles. C'est ça. Alors, il y a aussi d'autres facteurs, qui est le facteur de reproduction, qui est le nombre de personnes qu'en principe, vous pouvez contaminer. C'est le fameux RT. D'accord, donc une personne malade contamine combien de personnes? Voilà, c'est un modèle mathématique. On était à 2, plus ou moins. On était au début de l'épidémie à 3,28. Oui. C'est tout au début. Ça, c'est au moment où il n'y a rien du tout qui a été mis en place, c'est que les gens n'ont pas d'immunité. Au fur et à mesure que l'on prend des mesures, on va diminuer ce R, ce RT, donc à un certain moment. Et on sait que s'il est supérieur à 1, chaque personne infecte plus qu'une personne. Et donc, l'épidémie continue à progresser. S'il est inférieur à 1,
une personne infecte moins de personnes et donc l'épidémie va progressivement diminuer. Donc c'est intéressant à suivre. Maintenant, c'est jamais qu'indicatif parce que c'est un modèle mathématique dans lequel on introduit des tas de variables. Donc ça reste compliqué. Donc, tout ça pour dire que vous ne pouvez pas interpréter un chiffre, c'est Oui, l'ensemble de ces données. C'est ce que vous et ce qui est faites, très important, c'est de voir en tant exactement ce que vous mesurez. Merci beaucoup Frédéric Jacobs d'être venu en direct ce soir et à 2 semaines de la rentrée. Notez que les fournitures scolaires ont pris une grande place dans les rayons des magasins. La liste de matériel peut grimper jusqu'à 500 € par enfant. La Ligue des familles aimerait pouvoir contrôler ces listes car certaines demandes sont illégales. Justine Rodman-Pérez avec Sylvain Winans. Rouleaux de papier toilette, lingettes ou encore mouchoirs, des demandes d'achat que l'on retrouve sur les listes fournies par les écoles. Cette pratique est pourtant illégale, mais de leur côté, les parents pensent surtout au confort de leurs enfants. Je préfère que nous on l'apporte et qu'ils aient de quoi se moucher de la journée ou se laver les mains s'il faut du savon ou du gel, plutôt que de ne pas en avoir. Surtout vu la situation maintenant avec ce virus, donc non, il n'y a pas de souci. On va retrouver pas mal de listes qui sont illégales parce qu'on demande par exemple un produit d'une marque spécifique alors que c'est interdit, ou demander par exemple des choses qui sont par nature interdites comme une rame de papier pour contourner l'interdiction de faire payer des photocopies en primaire par exemple. Autre élément pointé du doigt par la Ligue des familles, le coût des listes qui varie de 52 à 520 € selon les écoles et le niveau de scolarité. Pas toujours évident pour les parents. On dit que l'école est gratuite, mais c'est vrai que c'est coûteux. Moi, j'ai 3 enfants et pour la rentrée scolaire, chaque année, j'en ai plus ou moins pour 300 €. C'est vrai que c'est un fameux coût. Chaque année, je n'ai qu'une fille, mais c'est même par rapport à ce qu'on a comme allocation familiale, on a un surplus au mois d'août. Ça ne couvre pas tout ce qu'on dépense pour les fournitures. Cette année, mon fils entre en 5e primaire, il y a plus de matériel bien spécifique qui sont nécessaires, qui n'avaient pas besoin les autres années. Donc c'est vrai que cette année, ça va être un peu plus costaud, mais on essaie toujours de récupérer un maximum d'une année à l'autre. Une situation préoccupante pour la Ligue des familles, qui rappelle qu'en Belgique, l'école est censée être gratuite. Les écoles reçoivent des subventions pour fournir gratuitement des fournitures et des manuels scolaires à leurs élèves. Et donc par définition, quand les écoles font payer aux parents ces listes, elles font payer une fois la communauté française et une fois les familles. D'année en année, la Ligue des familles constate que la situation ne s'améliore pas. Au contraire, elle souhaiterait donc mettre en place une inspection gratuitée. Le but, visiter aléatoirement les écoles pour vérifier les pratiques des établissements. Dans la suite de ce RTL Info 19h, nous suivrons de très près un chasseur de guêpes. Il éradique les nids de guêpes à longueur de journée. Image assez impressionnante dans un instant. Nous partirons également en croisière. Le premier paquebot de croisière a repris la mer aujourd'hui après 5 mois avec une capacité limitée et des mesures très strictes. Donald Trump accusé de saboter la poste américaine pour éviter le vote par correspondance. Nous irons aux États-Unis où la convention démocrate débute ce soir de manière virtuelle. Mais avant cela, nous vous avons parlé ce week-end de cette agression contre 2 policiers en intervention à Schaerbeek. Aujourd'hui, le syndicat SLFP a décidé de publier une vidéo qui montre le contexte de cet incident. Il veut mettre en avant les réalités de terrain des policiers et les difficultés de leur métier. Mélanie Renda avec Steve Damon. La scène se passe à Schaerbeek vendredi dernier. Lors d'un contrôle, 2 policiers sont encerclés par plusieurs dizaines de personnes. Ils tentent de poursuivre un individu qui prend la fuite. S'ensuit un mouvement de foule dans lequel les policiers seront blessés. Aujourd'hui, le syndicat libre de la police a décidé de publier cette vidéo sur les réseaux sociaux dans un but précis. Le bashing dont la police et les policiers et les policières ont été victimes depuis début juin était en fait une opération de manipulation de la population belge parce qu'effectivement les policiers ont un travail très difficile à mener et ces vidéos ne font que le démontrer. De telles situations, selon ce syndicat, arrivent tous les jours dans la capitale. Sur ces vidéos, souvent rendues publiques par leurs auteurs eux-mêmes, de nombreuses personnes filment la scène sans intervenir, un comportement que dénonce le secteur. Il y a de plus en plus une espèce de partage sociétal. Les images d'hier, de Schaerbeek le démontrent. Vous avez beaucoup de spectateurs pour peu d'acteurs. Ça veut donc dire que les personnes qui jouent le rôle, entre guillemets, de spectateurs, laissent faire. Les syndicats policiers se disent déçus face à ces scènes de révolte de plus en plus fréquentes à l'égard des forces de l'ordre. Ils demandent une action claire de la part du politique. Déjà, il faut l'application stricte de la loi. Ça veut dire que quand tu touches à un policier, quand tu touches à quelqu'un qui représente la loi,
tu seras puni. Les syndicats espèrent aussi des moyens humains supplémentaires pour faire face à cette hausse de violence. Les guêpes sont particulièrement nombreuses cette année. En cause, l'absence de gel cet hiver. Les insectes ont donc survécu. Enlever un nid de guêpe ne se fait pas à la légère. Il faut être bien équipé et ne pas avoir froid aux yeux. Vincent Jamoul avec Julien Raouet. Beaucoup de guêpes, de plus en plus de guêpes qui sortent au niveau de la gouttière. Fabienne a décidé d'intervenir, ou plutôt de faire intervenir un spécialiste. Et c'est là qu'on est monté, qu'on a vu dans le faux-grenier qu'il y avait un gros nid, mais gros nid. Ouais. C'est gigantesque. Je ne voudrais pas me retrouver en face d'un nid qui, oui, plusieurs guêpes, j'aime pas. En plus, les piqûres, ça fait très très mal quand même. Hein. Puis oui, je préfère qu'elles partent, quoi. Une fois les guêpes identifiées, pas question d'éliminer par erreur des abeilles, Benjamin Moreau se prépare. Mention spéciale pour le nom de sa société. Dans son travail, le plus important, c'est l'étanchéité. Il vaut mieux être bien équipé, une combinaison bien fermée, pas d'entrée. Donc tout est bien scratché. On vérifie tout à chaque fois pour être sûr de ne pas avoir de surprise. Quelques pulvérisations d'une poudre blanche devraient suffire. C'est un neurotoxique, donc ça vient toucher la guêpe. C'est un produit de contact. Donc la poudre, elles vont rentrer un maximum de poudre dans le nid et elles vont faire mourir le nid. Autrefois, ce travail était effectué quasi exclusivement par les pompiers. Aujourd'hui, plusieurs sociétés privées se sont lancées dans ce business saisonnier entre mi-juin et mi-septembre. Tout compris, c'est 50 €. Ça comprend le déplacement, le traitement et la garantie du nid. Donc si le client a encore des guêpes d'ici 3-4 jours, il nous donne un coup de téléphone et on repasse. Un prix beaucoup plus intéressant que celui des hommes du feu. Pour le même travail, les pompiers de Liège, par exemple, demandent 86 €. La croisière va s'amuser à nouveau, mais en respectant des règles strictes. Les bateaux de croisière reprennent la mer après 5 mois d'arrêt. Un premier paquebot a démarré de Gênes, en Italie, avec 2500 passagers au lieu de 6000 habituellement. Nicolas Loïc. Premier test grandeur nature pour la plus grande compagnie de croisière. Un voyage de 7 jours en Méditerranée, 5 escales dont Naples, Palerme ou encore La Valette, et un objectif, tout faire pour éviter la contamination générale. Première mesure à l'embarquement, un contrôle de température, contrôle qui va se répéter chaque jour pour tout le monde. J'espère ne pas être testée positive, parce que je veux vraiment faire cette croisière, alors ce serait dommage. J'ai analysé le protocole sanitaire avec attention. Je pense qu'il est exact de dire que ça fait de cette croisière des vacances plus sûres que les autres. Dans les 13 restaurants, pas de buffet mais un service à table. Dans ce lounge immense, pas de spectacle du Cirque du Soleil comme c'était prévu. Au moindre cas positif, le passager est isolé en cabine, ses contacts à bord sont retracés, beaucoup de changements aussi pour les employés. Nous avons prévu un nouveau rôle à bord du navire, une personne en charge du protocole anti-Covid qui est un nouvel officier qui dispose d'une équipe. Sa tâche sera de faire appliquer les nouvelles règles. Un protocole détaillé sur le site de la compagnie. Parmi les règles d'or, la distance sociale. Une distance qui devrait être facile à respecter. Seuls 2500 voyageurs ont pris leur billet. Ils sont normalement plus de 6000 sur le MSC Grandiosa, deuxième plus grand paquebot d'Europe. À Wuhan, des milliers de Chinois ont participé à une grande fête techno dans un parc aquatique, sans aucune distanciation, comme vous voyez. La ville est le berceau du coronavirus, mais la province n'a plus connu aucun nouveau cas depuis début mai. L'Italie, elle, resserre la vis concernant la lutte contre le virus. Le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics entre 18h et 6h du matin. Toutes les discothèques du pays doivent également fermer leurs portes. L'actualité à l'étranger dictée également par cette nouvelle polémique aux États-Unis. Le patron de la Poste a décidé de supprimer de nombreux services au public. Les démocrates estiment que Donald Trump agit en sous-main pour saboter la Poste et empêcher le vote par correspondance à l'élection présidentielle. Fanny Lino. Rassemblement devant la maison du patron de la Poste. Louis DeJoy est un proche de Donald Trump et l'un des grands donateurs de sa campagne. Les manifestants s'inquiètent de l'acheminement de leur bulletin de vote par courrier. Les Américains aiment et respectent leur poste. Elle n'est pas à vendre.
J'ai envoyé mon formulaire de demande de bulletin de vote aujourd'hui et je prévois, quand je le recevrai par la poste, de le déposer en personne. Si je l'envoie par courrier, j'ai peur qu'il n'arrive pas à temps. La poste est fondamentale à notre démocratie et ne devrait pas nous être enlevée. Le président américain craint que le vote par correspondance soit favorable à son opposant Joe Biden. Les électeurs démocrates sont en général plus nombreux à voter par courrier que les républicains. Les votes des hispaniques et afro-américains, généralement pro-démocrates, seront aussi plus nombreux par courrier. Vivant dans une situation plus précaire, leur travail ne leur permet pas toujours de se libérer en semaine pour aller voter. Donald Trump s'inquiète aussi du temps d'acheminement du courrier. Le Nevada est très important. Je pense que nous avons de grandes chances de gagner cet État. Si les votes prennent 7 jours pour arriver et puis 7 jours pour le dépouillement, comment pourront-ils annoncer un gagnant le 3 novembre ? Pour éviter ce problème, les démocrates demandent un plan de soutien pour aider la Poste à surmonter la crise sanitaire. 25 milliards de dollars, dont 3,5 milliards seraient destinés au vote par correspondance. Mais Donald Trump s'y oppose. Les responsables démocrates au Congrès envisagent de convoquer les élus en session extraordinaire à partir du 24 août. Objectif, auditionner des responsables du dossier postal et voter une aide d'urgence. Et c'est dans ce contexte que débute aujourd'hui la Convention démocrate. C'est d'habitude une grand-messe tous les 4 ans qui lance la dernière ligne droite avant l'élection. Céline Bruno est la correspondante RTL Info aux États-Unis. Bonsoir. Céline, on a l'image du candidat acclamé par une foule immense. Cette convention n'aura rien à voir. À quoi va-t-elle ressembler ? Et oui, effectivement, cette année, vous ne verrez pas les images traditionnelles des partisans déguisés, peinturlurés, dansant au milieu de la foule. Pas non plus de rockstars invités surprise sur scène. Et puis, oubliez la pluie de ballons aux couleurs de l'Amérique pour acclamer le candidat désigné. Non, cette année, ce sera chacun chez soi, seul devant sa télé pour des discours diffusés en ligne. Le risque, bien entendu, c'est une convention sans énergie, sans ferveur et, il faut le dire, un peu déprimante. Alors pour éviter ça, les démocrates misent sur la qualité des intervenants à suivre en direct pendant ces 4 soirées. Il y aura bien sûr la Dream Team, Michelle et Barack Obama, le couple Clinton bien sûr, et puis Bernie Sanders et Kamala Harris bien sûr, la candidate à la vice-présidente. Pour finir, Joe Biden interviendra lui aussi en direct, mais depuis le Delaware où il réside et où il vit quasiment reclus depuis le début de l'épidémie de Covid. Joe Biden qu'on ne peut pas qualifier de grand orateur, alors va-t-il réussir à insulfer cette énergie pour rassembler les électeurs démocrates ? C'est toute la question finalement de cette convention si particulière. Oui Céline, tout est virtuel côté démocrate, mais pendant ce temps-là, Donald Trump, lui, s'exprime partout et tout le temps. Est-ce que cette situation ne va pas défavoriser Joe Biden ? Ah, effectivement, vous l'avez dit, Donald Trump, pendant ce temps-là, il est omniprésent, il occupe la scène médiatique. D'ailleurs, ce soir, au moment même du lancement de la convention démocrate, eh bien, le président sera, lui, en meeting, en personne dans le Wisconsin. Et c'est pas tout, pendant la semaine, Donald Trump va aussi se rendre en Pennsylvanie et puis en Arizona et dans le Minnesota. Un pied de nez, bien sûr, à Joe Biden et à sa décision de ne pas courir de risques en pleine pandémie avec des déplacements. Alors, Joe Biden va devoir convaincre autrement, par exemple, eh bien, en se montrant le rassembleur qu'attend cette Amérique qui est si divisée, grâce notamment à sa colistière Kamala Harris. Merci beaucoup Céline Bruno en direct des États-Unis ce soir dans le RTL Info 19h. Autre image dans l'actualité du jour, ces nouvelles manifestations en Biélorussie. Des opposants au président Loukachenko poursuivent leurs manifestations comme ici devant une usine du pays. L'Union européenne dénonce le résultat de l'élection présidentielle et convoque un sommet européen exceptionnel après-demain. L'ex-roi d'Espagne, Juan Carlos, se trouve aux Émirats arabes unis. L'ancien roi avait décidé de quitter l'Espagne au début du mois. Il est visé par une enquête pour malversation. C'est la maison royale espagnole qui a précisé le lieu de résidence de l'ancien souverain. Quelques nouvelles de Remco Evenepoel, le prodige cycliste qui est tombé ce week-end dans un ravin. Il est arrivé en Belgique depuis l'Italie. Aujourd'hui, il a été transféré cet après-midi dans l'hôpital d'Herentals. Remco Evenepoel a été transporté dans un avion médicalisé en raison de sa fracture du bassin. Une belle image enfin, celle prise par un commandant de bord d'un avion Air France entre Cayenne et Paris.
Il a aperçu de loin dans le ciel le décollage de la fusée Ariane 5. Elle a transpercé les nuages. Des images magnifiques à revoir sur rtlinfo.be. L'information du jour en vidéo, c'est bien sûr la fin de carrière de Vincent Kompany. Le capitaine des Diables Rouges quitte les terrains. Il devient entraîneur d'Anderlecht. Il était notre invité ce soir. Son interview en vidéo est à revoir sur notre application RTL Info. Merci pour votre confiance renouvelée chaque jour. Dans un instant, les prévisions météo de Vanessa Matagne, suivies de 2 épisodes de Boule ce soir. Demain, 13h, Alix Bâtard. Belle soirée, à demain, 19h. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.